Bonjour à tous. Je suis assez content de pouvoir me lever et de me remuer un petit peu parce que je ne sais pas s'il fait très chaud en haut de la salle, mais en bas, je peux vous dire qu'il fait assez froid quand même. Donc je vais essayer un petit peu de me réchauffer en vous présentant le programme. Je crois qu'il y a une présentation PowerPoint prévue. La cloche du bas, ok. Voilà, donc le contenu de la présentation, c'est de passer rapidement en revue, si possible en 20 minutes, l'essentiel du programme, étant entendu qu'il y aura des détails qui seront donnés cet après-midi dans les sessions particulières. Donc voilà un petit peu ce dont je vais parler. En ce qui me concerne, je découvre ce programme puisque j'ai pris mes fonctions dans ce poste il y a une dizaine de mois et auparavant je travaillais dans un tout autre domaine. Donc je n'ai pas beaucoup de certitude sur ce programme, j'essaie encore de bien comprendre comment il va pouvoir soutenir les industries culturelles et créatives, mais j'ai déjà compris une chose, c'est que le programme Europe Créative n'est pas la solution à tous les problèmes et à tous les défis qui sont actuellement ceux des secteurs culturels et créatifs. En quelques lignes, les choses qu'il me semble vous devriez saisir de mon message, c'est que c'est un programme unique qui va couvrir la période 2014-2020 et qui est destiné à soutenir les secteurs culturels et créatifs. Il regroupe trois programmes existants, le programme Culture, le programme Média 2007 et le programme Media Mundus. C'est un programme qui a pour objet de promouvoir la coopération entre tous les secteurs. Et c'est un programme qui veut aussi aborder la question du financement par l'intermédiaire d'un instrument spécifique de garantie d'emprunt bancaire. Ce programme dispose d'un budget modeste, c'est moins d'1% du budget communautaire, 1,462 milliard sur 7 ans. Mais ce budget correspond néanmoins à une augmentation de 9% par rapport aux programmes existants. Et dans le contexte actuel, qui est un contexte de réduction du budget européen pour la première fois, eh bien, les crédits consacrés à la culture sont en légère augmentation à hauteur de 9%. Quel est le contexte dans lequel s'inscrit ce programme? Eh bien, c'est un contexte juridique, le traité. Vous pouvez lire le texte du traité, de l'article du traité, qui insiste sur la diversité culturelle et en même temps sur l'héritage commun. Donc un balancement très habile entre deux notions un petit peu séparées. Et puis il y a une base politique qui est que l'Union européenne souhaite défendre la culture européenne car c'est à la base du projet européen. Donc l'Union européenne n'est pas seulement un marché unique, n'est pas seulement une organisation économique, c'est également un projet politique et culturel. Et vous trouvez ici une citation du président de la Commission prononcée il y a quelques mois. L'action culturelle européenne s'inscrit dans un cadre très précis, qui est marqué par la subsidiarité. La subsidiarité, c'est le fait que l'action publique s'exerce au meilleur niveau, au niveau le plus approprié possible. Au niveau européen, cela veut dire que certains dossiers doivent être appréhendés uniquement si le besoin s'en fait sentir, le reste étant traité au niveau national, régional ou local. Donc la culture est un domaine dans lequel la subsidiarité est un principe essentiel. Nous avons un agenda européen pour la culture qui a été décidé par les États membres en 2007 et nous travaillons avec des programmes, des plans d'action triennaux. Nous mettons en œuvre une méthode de travail spécifique qui est fondée sur la consultation. Dans ce domaine, les institutions européennes n'ont aucun pouvoir de réglementation. Aucun pouvoir de réglementation. Nous devons donc parler, consulter, convaincre, proposer, mais à la fin, nous ne pouvons pas décider quoi que ce soit. Donc nous avons une méthode de travail spécifique qui s'appelle la méthode ouverte de coordination avec les États membres et nous avons de multiples plateformes de dialogue avec la société civile. Et puis tout cela est soutenu donc par les programmes financiers, les programmes destinés à la culture comme le programme Média, le programme Culture et bientôt le programme Europe Créative. Mais il est vrai que la majorité, la plus grande partie des crédits européens viennent des fonds structurels et M. Mochon rappelait en début de cette conférence que dans la dernière période, sur 7 ans, cela représentait 6 milliards d'euros.
nous avons des espoirs que dans la prochaine période de programmation, les fonds structurels consacrés à la culture pourraient être encore plus importants. Ils pourraient même aller jusqu'à 10 milliards d'euros. Et il est vrai que dans les fonds structurels, il y a plus de moyens pour soutenir l'action culturelle. Le programme Europe Créative n'est pas né dans nos cerveaux ou dans nos bureaux. Il est né à la suite de multiples consultations qui ont duré plus de 2 ans. Et M. Aigrin, si le texte est un peu confus, c'est parce que beaucoup de gens, évidemment, y ont contribué, y compris les co-législateurs. Et si vous voulez, je pourrais vous raconter après comment ça se passe. Il n'est pas toujours surprenant que nos textes ne soient pas d'une lisibilité parfaite. Voilà, je ne vais pas vous décrire, mais juste vous dire que il résulte, ce programme, d'un processus de consultation qui a pris énormément de temps. Et le résultat, donc, est une espèce de synthèse de tout ce qui nous a été proposé. Donc les objectifs principaux sont au nombre de 2. Le premier, c'est promouvoir la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Et le deuxième, c'est de renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs, ce qui se rattache à la stratégie économique de l'Union européenne qui, comme vous le savez, cherche à retrouver les chemins d'une croissance intelligente, inclusive et durable. C'est intéressant d'ailleurs de noter que notre conférence se tient à Paris quelques jours après que le ministère de la Culture a diffusé un document très intéressant, une étude d'un organisme qui s'appelle France Créative, France Créative, Europe Créative, et qui explique l'importance des industries créatives et culturelles en France, en signalant, si vous ne l'avez pas déjà vu, qu'il dépasse désormais l'automobile, l'industrie du luxe, et se situe très près des télécommunications ou de l'industrie chimique. D'autres données disponibles montrent qu'en Suisse, qui est un pays voisin, la culture dépasse l'horlogerie et la pharmacie. Donc ce sont des secteurs vitaux pour nos économies, mais qui souvent ne sont pas appréhendés comme tels. La diversité culturelle et linguistique, c'est la base de notre action culturelle, comme je l'ai dit, elle se trouve dans nos traités. Et comme vous le savez sans doute, l'Union européenne est partie prenante à la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité culturelle. Donc nos programmes visent à faire connaître et à diffuser cette diversité culturelle dans l'Union européenne et au-delà. Et désormais, de plus en plus, elle vise à développer, créer, produire et présenter des œuvres culturelles européennes, à présenter cette diversité à des publics que nous souhaitons de plus en plus nombreux. Les secteurs culturels et créatifs, donc, représentent à ce jour, d'après les dernières statistiques disponibles, 4,5% du PIB européen. C'est ce qui justifie que nous nous intéressions de plus en plus à la valeur économique de la culture, à côté de la valeur intrinsèque qu'elle représente. 4,5% du PIB européen et 8 millions d'emplois. Et vous voyez tout de suite que pour nos États membres, pour l'Union européenne, qui sont désespérément à la recherche de croissance et d'emploi, ces secteurs doivent également être encouragés à ce titre. D'autant plus qu'ils ont un rythme de croissance jusqu'à présent supérieur au reste de nos économies et qu'il reste encore, à l'évidence, tout un potentiel qui n'a pas encore été exploité. Et ceci est confirmé par l'étude de France Créative et Ernst & Young, dont je parlais il y a quelques instants. Quels sont les défis que nous avons voulu aborder en mettant en place le programme Europe Créative? Ils sont au nombre de 4, ces défis. Le premier, c'est que notre espace culturel reste fragmenté. Du fait de la diversité culturelle, les opérateurs culturels ont tendance à exercer leur activité sur un marché national, voire infranational. Peu d'artistes ont vraiment une dimension internationale, surtout si on les compare aux opérateurs mondiaux. La diversité linguistique, c'est une richesse, mais c'est aussi un défi pour l'accès du public aux œuvres, surtout si l'on pense en termes de concurrence avec les États-Unis, qui, eux, ont un marché homogène de ce point de vue.
Cela dit, cela n'a rien d'insurmontable. La diversité linguistique n'empêche pas d'accéder à des œuvres. Il est par exemple frappant de voir de plus en plus de spectacles théâtraux qui sont présentés au public avec un surtitrage et qui ont beaucoup de succès. Du point de vue du cinéma, on voit aussi certains films européens arriver à toucher un très vaste public, même à l'extérieur de nos frontières. J'ai par exemple le cas du film Les Intouchables, qui a rapporté au box-office 400 millions d'euros, ce qui est pratiquement le box-office d'un blockbuster américain. Donc il n'y a pas de fatalité. La diversité et le fait que notre espace culturel soit fragmenté n'empêche pas la diversité culturelle européenne de s'exporter au-delà des frontières. La révolution numérique, je ne vais pas m'y attarder, nous en avons parlé. C'est quelque chose, c'est un des défis que le programme veut aborder et auquel il va essayer de trouver des réponses, et nous en avons beaucoup parlé, donc je n'insiste pas là-dessus. L'accès au financement, c'est quelque chose qui est apparu dans la préparation du programme. Nous avons un tissu d'entreprises culturelles qui sont des petites, voire de très petites entreprises et qui, par définition, éprouvent des difficultés à accéder au financement bancaire. Et ceci, évidemment, encore plus depuis la crise financière. Ce déficit de financement, il est estimé à 2,8 à 4,8 milliards d'euros. Ce sont des milliards d'euros. Le financement public, dans les circonstances présentes, ne peut pas à lui seul combler ce déficit de financement. Donc il est important d'imaginer de nouvelles solutions pour que la culture puisse être financée au-delà des efforts que les États membres sont prêts à faire. Dernier défi, le manque de données. Sans connaissance des problèmes, il est difficile de présenter des solutions et il est difficile de convaincre ceux qui détiennent les leviers de la décision. Or, nous avons un problème de compréhension du fonctionnement du secteur culturel et créatif. Dans le cinéma, il existe un organisme qui produit des données, qui est l'Observatoire européen du cinéma, mais rien n'existe dans le domaine de la culture et nous devons nous contenter soit de chiffres très agrégés, comme ceux que je citais tout à l'heure, 4,5% du PIB, 8 millions d'emplois, ou alors de chiffres plus anecdotiques. Tel organisme culturel a fait des études démontrant qu'il crée un effet d'entraînement sur l'économie. Je pense par exemple à une étude de l'Opéra de Lyon il y a quelques années qui démontrait que chaque euro investi rapportait en retour direct 1 ou 2 euros à l'économie lyonnaise et ceci servait à justifier les investissements culturels faits par la communauté urbaine. Donc nous devons aborder ce problème de manque de données car sinon nous n'arriverons jamais à plaider d'une manière convaincante le dossier de la culture. Les réponses que nous avons proposées consistent à fusionner les 3 programmes existants qui sont trop sectoriels, tout en conservant l'acquis de la vingtaine d'années où ils ont existé. Essayer de se focaliser sur de nouvelles priorités, et là encore, malheureusement, cette focalisation est un petit peu insuffisante, et puis simplifier les mécanismes de financement, et je pense que c'est un sujet dont vous allez discuter cet après-midi. À la réponse au défi de la fragmentation de l'espace culturel, nous allons essayer de répondre en assumant, via le programme, une partie du risque que constitue le fait que l'on s'ouvre à la dimension internationale, et nous allons le faire via des projets de coopération, le financement de réseaux ou la formation, ainsi qu'en essayant de résoudre la question de l'accès à des œuvres dans une autre langue, via par exemple le soutien au sous-titrage ou au doublage ou à la traduction littéraire. En ce qui concerne la révolution numérique, dont nous avons parlé lors de la dernière table ronde, nous allons essayer d'offrir plus de formations aux opérateurs culturels. Nous allons essayer de faire circuler les bonnes pratiques à travers des réseaux qui existent déjà et que nous souhaitons voir se renforcer. Nous avons eu une présentation du réseau Europa Cinéma, par exemple, qui est un très bon exemple de ce qui peut se faire au niveau européen par la mise en réseau. Et puis nous allons essayer de faire évoluer le problème en fonction des développements technologiques, car comme nous l'avons vu au début de cette conférence, nous ne savons pas encore
ce qui se passera dans quelques années parce que la technologie évolue très vite et nous devons garder dans ce programme une capacité d'adaptation et également une capacité de prise de risque et même, pourquoi pas, d'échec, car ce n'est qu'à ce titre que nous parviendrons à trouver les bonnes formes de soutien à nos secteurs culturels et créatifs. En ce qui concerne l'accès au financement, nous avons considéré qu'un programme qui ne serait fondé que sur des subventions atteindrait vite les limites budgétaires, en fait, puisque, par définition, chaque euro de subvention génère un effet de levier proche d'1 euro. Nous avons donc décidé de mettre en place un fonds de garantie pour les emprunts bancaires qui permettra aux banques de prêter au secteur culturel et créatif avec la garantie que les emprunts seront in fine remboursés. C'est un fonds assez classique, ça existe dans de nombreux pays. La nouveauté, c'est de le porter au niveau européen et de le faire fonctionner pour les secteurs de la culture. Mais nous espérons un effet de levier de 5, c'est-à-dire que chaque euro investi pourrait produire in fine 5 euros de financement pour les secteurs culturels. Et ce fonds a aussi l'avantage de se reconstituer régulièrement à mesure que les emprunts sont remboursés. Donc c'est là aussi quelque chose qui soulage des budgets publics qui sont maintenant très tendus. Ce fonds, cet instrument financier va être développé à partir de 2015-2016 car ça demande une certaine technicité en termes d'ingénierie financière que nous n'avons pas encore tout à fait acquise et nous allons compter sur le Fonds européen d'investissement qui, lui, en a l'expérience pour développer ce fonds. Et finalement, nous allons répondre au 4e défi, donc le manque de données, en mettant l'accent sur la production de statistiques culturelles. La semaine passée à Bruxelles, nous avons organisé le Forum européen de la culture et l'un des thèmes de cette grande manifestation était justement mesurer la véritable valeur de la culture. Nous allons donc essayer au maximum de concentrer les études, les évaluations qui se font dans notre domaine sur la production de résultats tangibles qui pourront être autant d'éléments pour convaincre de l'intérêt qu'il y a à investir dans la culture. Et une des choses que nous avons en tête, qui est dans la base légale du programme, c'est de voir s'il est possible d'étendre le mandat de l'Observatoire européen de l'audiovisuel aux industries culturelles dans leur ensemble. C'est quelque chose que nous espérons pouvoir faire dans les 2 ans qui viennent. Le budget. Donc, comme je le disais, c'est un budget d'1,462 milliard d'euros sur 7 ans, ce qui correspond à une augmentation de 9% en termes réels. Et nous avons dans la base légale une répartition qui a été fixée par le législateur entre les sous-programmes que vous voyez sur l'écran. Donc, ça correspond en gros à la répartition actuelle, mais nous avons pu garder le surplus de financement pour développer la partie transsectorielle, qui est la partie innovante, qui est la partie où nous allons essayer de développer et de soutenir des actions risquées, celles qui vraiment sont porteuses d'avenir. En 2014, le budget du programme, si le Parlement vote le budget en l'état, sera de 169 millions d'euros. Donc le profil du programme est un profil croissant, ce qui résulte de décisions politiques prises au niveau des chefs d'État et de gouvernement au mois de juin. Les différentes actions, je ne vais certainement pas entrer dans le détail, vous verrez tout cela cet après-midi. Je dirais juste que pour la partie média, le sous-programme média, nous avons repris presque intégralement les actions existantes, de manière à ne pas créer un bouleversement dans le financement du secteur. Il y a quelques innovations qui seront décrites cet après-midi, notamment le fait que nous soutenons désormais par le programme les jeux vidéo, qui sont un domaine de créativité extrêmement vivant et qui a depuis longtemps demandé à pouvoir être soutenu également par le programme média. Dans la partie culture, en revanche, nous avons concentré les actions sur 4 lignes, dont une est innovante, et je pense qu'il y aura également une présentation là-dessus cet après-midi, ce sont les plateformes. Les plateformes étant un regroupement d'opérateurs européens qui a pour objet de présenter des œuvres ou des spectacles européens
Donc l'idée n'est pas simplement de se mettre en réseau pour défendre la profession, pour faire de la formation, c'est de produire ensemble, de coproduire en quelque sorte des nouvelles œuvres, et nous avons voulu laisser dans le programme la possibilité de le faire. Et puis le programme va continuer à financer quelques prix culturels que vous connaissez déjà sans doute, le prix de littérature, d'architecture, le patrimoine et le European Border Breaking Awards, qui est une manifestation de musique populaire qui se tient au mois de janvier chaque année, donc il y aura une continuité. Le programme va financer également l'opération des capitales européennes de la culture, qui est quelque chose de très important, qui fonctionne bien et qui est connu des citoyens européens, donc qui porte une image européenne dans les capitales autour de projets culturels. Cette année, comme vous le savez, Marseille est une des capitales européennes et avec un grand succès. Et puis, donc, il y aura une coopération avec différentes organisations internationales, dont l'UNESCO. Dans la partie transsectorielle, donc vous avez un sous-programme culture, un sous-programme médias, et ça, c'est la partie innovante, comme je le disais. C'est la partie avec laquelle nous allons financer les desks. Donc, il y aura à l'avenir des desks Europe Créative qui vont associer les points de contact culturels et les médias desks. Nous allons continuer à soutenir les conférences des présidences de l'Union européenne. Récemment, nous en avons soutenu une à Vilnius sur le patrimoine, organisée par la présidence lituanienne. Il y aura des évaluations, il y aura des études, il y aura des opérations de communication et de valorisation. Et puis, il y aura l'instrument de garantie, donc, qui va démarrer à partir de 2015 et qui sera doté de 120 millions d'euros. Le programme est très ouvert, il est ouvert à tout le monde sauf aux personnes privées, donc il y a vraiment une ouverture très large, et il est ouvert au-delà des frontières de l'Union européenne. Il est ouvert aux pays de l'Association européenne de libre-échange, il est ouvert à la Suisse. Nous allons d'ailleurs devoir conclure un traité avec la Suisse pour permettre à nos voisins d'entrer dans le programme, ce qui est un peu compliqué. Il est ouvert aux pays candidats, il est ouvert aux pays potentiellement candidats, il est ouvert à tous les pays du voisinage, c'est-à-dire les pays du voisinage oriental, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, et aux pays du voisinage sud, c'est-à-dire le Maghreb, je crois jusqu'en Égypte, avec les réserves évidemment qu'on peut avoir sur leur participation dans l'immédiat. Où en sommes-nous? Lancer un programme, ça veut dire, au départ, faire approuver une base légale au niveau législatif européen, et c'est très compliqué. Nous avons dû anticiper la mise en œuvre du programme, car pour l'instant, la base légale n'est pas adoptée. Elle devrait entrer en vigueur à la fin de cette année. Nous avons donc anticipé en réunissant un pré-comité de programme au mois d'octobre qui a validé dans ses grandes lignes notre programme de travail. Le Parlement européen va adopter la base légale au mois de novembre. Le Conseil des ministres, qui est l'autre co-législateur, va l'adopter début décembre. Et la base légale, donc le règlement dont parlait M. Aigrin, sera publié au journal officiel de l'Union européenne, vraisemblablement à la mi-décembre. Nous allons là aussi anticiper le lancement des appels à propositions, car nous avons voulu ne pas créer de discontinuité dans le soutien au secteur. Et dès le 10 décembre, au plus tard, nous allons lancer les appels à propositions d'intérêt, appels à propositions pour toutes les lignes du programme. Et là, le rôle des desks sera très important pour faire circuler cette information. Les dates limites pour les réponses des porteurs de projets seront autour de février-mars et les premiers contrats de financement pourraient intervenir entre juin et août de l'année 2014. Voilà, en conclusion, je voudrais signaler qu'au niveau européen, produire un programme de soutien, produire quelque chose d'ailleurs, résulte toujours de la prise en compte de différents équilibres. Donc nous recherchons en permanence l'équilibre entre différentes contraintes. Dans le cas précis, vous voyez un petit peu tout ce qu'il a fallu prendre en compte. Cette dialectique entre la subsidiarité et puis la complémentarité, donc la valeur ajoutée que peut apporter ce programme. Nous avons dû prendre en compte un équilibre très subtil entre ceux qui ne croient qu'en la valeur intrinsèque de la culture et ceux qui pensent que la culture doit également être soutenue au titre de sa valeur économique. Il est évident que les deux doivent être pris en compte, mais lors des discussions avec nos parties prenantes, nous avons vu que certains insistent beaucoup plus sur, par exemple, la valeur intrinsèque et d'autres plus sur la valeur économique.
Nous avons dû également trouver le point d'équilibre entre la continuité et puis l'innovation. On ne peut pas d'un seul coup changer toutes les données du programme. Il faut aussi s'inscrire dans cette continuité, mais nous ne pouvons pas non plus continuer à faire la même chose alors que le monde autour de nous change constamment. Nous avons dû réfléchir aussi à l'équilibre entre les subventions et les financements alternatifs, comme le fonds de garantie. Nous avons fait le choix pour l'instant de maintenir le niveau de subvention, là encore pour ne pas porter atteinte au financement du secteur, mais nous avons dû également mobiliser des moyens pour le fonds de garantie. Nous avons dû trouver le bon équilibre, ou du moins nous le cherchons, cet équilibre entre le soutien à un secteur qui consiste à le financer et puis aussi la structuration, c'est-à-dire que ce financement doit lui permettre d'évoluer autour de lignes directrices communes. Et puis finalement, nous avons dû chercher aussi l'équilibre entre la simplification qui est nécessaire puisque nos programmes sont trop complexes, mais aussi la bonne gestion financière. S'ils sont complexes, c'est parce que nous devons rendre des comptes, nous devons nous assurer que ces programmes sont gérés dans de bonnes conditions. Et je dois dire que le programme Culture comme le programme Média ont toujours été gérés dans des conditions de régularité pratiquement totales. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez en savoir plus, nous avons énormément d'informations sur notre site internet et nous avons créé il y a une quinzaine de jours une page Facebook si vous voulez faire partie d'un réseau social avec nous. Rendez-vous sur cette page et cliquez « J'aime ». Nous avons déjà 1800 amis. Merci beaucoup.